to scream upon your face anywhere we're all tripping on. Le terme « association de malfaiteurs » définit le fait qu'un groupement d'individus s'allie en vue de préparer un crime ou un délit. Or, si vous avez l'intention, par exemple, d'agir contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, en aidant financièrement, matériellement ou en hébergeant un militant, vous pourriez être poursuivi pour association de malfaiteurs. La France est l'un des champions de l'exception, du recours à l'exception pour éradiquer certaines cibles politiques ou tout simplement pour punir plus rapidement, plus sévèrement des ennemis désignés. Et il y a une histoire de l'exception en France que je vais essayer de retracer très rapidement, mais il y a aussi une actualité de l'exception, puisqu'on voit qu'on assiste à une multiplication des dispositifs répressifs depuis quelques années, induit notamment par la lutte antiterroriste. Disons-le d'emblée, la lutte antiterroriste sert de prétexte bien souvent à la répression des opposants. Si bien qu'on peut parler aujourd'hui, avec le philosophe italien Giorgio Agamben, d'un état d'exception permanent. Personnellement, c'est une notion qui me pose problème, pour des tas de raisons, notamment parce qu'elle occulte le caractère discriminatoire de l'exception. Tout le monde ne subit pas l'exception de la même manière et ne la subit pas tout le temps. Néanmoins, cette notion d'état d'exception permanent, elle nous permet de visualiser tout de suite l'une des dérives de l'exception sur laquelle je vais y revenir, et qui est sa banalisation, ou pour reprendre les thèmes du colloque et de la conférence de ce soir, sa routinisation. Alors si on regarde l'histoire de la justice d'exception en France, on pourrait remonter à la monarchie de Juillet, parce qu'en réalité on a toujours eu des formes de justice d'exception sous l'Ancien Régime, avec des formes de justice qui sont rendues par le roi lui-même. Le premier grand moment de recours à l'exception, pour lutter contre des traîtres, des comploteurs, des ennemis à l'ordre public, c'est la Révolution française. Et l'un des grands dispositifs d'exception, l'un des grands premiers dispositifs d'exception, c'est le tribunal révolutionnaire de 1792, et qui a conduit à 3000 condamnations à mort en 3 ans. Et en fait, c'est important parce que c'est le premier tribunal d'exception en France, mais il inaugure une longue série de juridictions d'exception qui sont créées en contexte de crise en France. On en a connu sous Vichy, à la Libération, pendant la guerre d'Algérie, mais aussi, j'y reviendrai, dans les années 60 et 70. La Troisième République est l'un des seuls régimes en France qui n'a pas eu de recours à des législations ou à des dispositifs d'exception pour réprimer des militants ou un type d'activisme précis. Est-ce que ça veut dire pour autant que la Troisième République n'a pas été répressive? Non. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la Troisième République est celle qui a fait voter, qui a créé les lois scélérates. Lois scélérates qui sont extrêmement importantes pour comprendre la répression du mouvement anarchiste à la fin du XIXe siècle. Les lois scélérates, c'est une série de 3 lois qui vont créer des dispositifs répressifs très puissants, notamment parce qu'on va créer le crime d'apologie du crime, qui permet en réalité de punir tout discours anarchiste, voire de gauche. Et surtout, les lois scélérates de la fin du XIXe siècle vont créer une inculpation qu'on connaît bien, qui est l'association de malfaiteurs. Malfaiteurs n'étant pas dû au hasard, ce terme n'est pas dû au hasard. Ce ne sont pas des ennemis politiques, ce ne sont pas des activistes, ce ne sont pas des anarchistes, ce sont des malfaiteurs. Et là, il y a une histoire à faire de l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est, donc, je vous le disais, fin du XIXe siècle. Cette inculpation tombe en désuétude en France. On la retrouve pendant la guerre d'Algérie, où elle est réutilisée contre des indépendantistes et leur soutien. On la retrouve dans les années 60, 70, 80, contre des indépendantistes corses, basques, bretons, contre des militants d'extrême gauche. Et puis surtout, on la retrouve en France depuis la fin des années 90, contre les terroristes, dits islamistes. Je vous rappelle que jusqu'à il y a quelques années, et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, 90% du contentieux terroriste, c'est-à-dire 90% des affaires terroristes, sont des affaires d'association de malfaiteurs. Sauf que, je continue ma petite histoire, aujourd'hui on a beaucoup d'activistes et de militants qui sont inculpés ou pris dans des affaires d'association de malfaiteurs. On pense à Tarnac évidemment, mais actuellement à Bure, les militants antinucléaires à Bure sont poursuivis pour association de malfaiteurs, et même leur avocat, ce qui est très rare,
a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs. Donc il y a une histoire très longue qui remonte comme ça depuis la Troisième République. Donc la Troisième République n'a pas officiellement mis en place de justice d'exception, mais elle a mis en place un puissant outil répressif, un puissant outil d'annihilation des luttes, qui est l'association de malfaiteurs. Aux anarchistes ont ensuite succédé les communistes. Alors là, je ne peux pas tout vous raconter, mais en gros, le Parti communiste français a été le parti le plus réprimé de France, de sa création en 1920, au moins jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et c'est un parti qui a tout subi. C'est-à-dire, si on veut trouver un parti qui a subi une palette des formes de répression possibles, il faut regarder du côté du Parti communiste. Les condamnations à mort, les exécutions, les perquisitions, les gardes à vue, les procès devant les tribunaux militaires, enfin, tout. Et ce qui est intéressant quand on travaille, ce qui a été mon cas, sur la répression anticommuniste, c'est qu'avec la théorie du complot communiste, c'est beaucoup développé un imaginaire de la répression. Et on a toujours inventé des choses pour réprimer le Parti communiste. Par exemple, on réfléchissait à l'époque, dans les années 50, pendant la guerre froide, comment est-ce qu'on pourrait asperger les militants communistes pour les reconnaître quelques temps plus tard. Ça vous rappelle quelque chose? Ou comment est-ce qu'on peut compter et ficher les militants communistes? Ah tiens, si on allait dans les hôpitaux, faire le tour des hôpitaux et ficher les militants communistes qui ont été blessés après les manifestations. Je vous rappelle quand même que toutes les manifestations du Parti communiste pendant la guerre froide ont été interdites. Il les a fait quand même, ça fait plus de 450 manifestations interdites. Juste pour que vous ayez en tête l'actualité aussi des formes de répression du Parti communiste. Période de crise, Vichy par exemple, la guerre d'Algérie, la libération, la disposition type qu'on ne connaît plus aujourd'hui, enfin on peut en discuter, mais ce sont les juridictions d'exception. C'est-à-dire des tribunaux militaires ou des tribunaux politico-militaires où le président de la République choisit les juges qui vont juger les militants et les activistes. Il y a une juridiction qui est très importante, c'est la Cour de sûreté de l'État, qui a été créée par le général de Gaulle en 1963 pour réprimer l'OAS et qui a duré 18 ans. 1963-1981. Et c'est une juridiction d'exception, la Cour de sûreté, qui a réprimé des membres de l'extrême droite, puis des membres de l'extrême gauche, LCR, les Mao de la gauche prolétarienne, les manifestants de mai 68, les indépendantistes corses, basques, bretons, Action directe. Donc ça, c'est très important parce que non seulement elle a duré 18 ans, ce qui est très rare, mais surtout parce que c'est l'exemple type du dispositif d'exception pris pour lutter contre une cible, l'extrême droite, l'OAS, et qui va très vite s'abattre sur une autre cible, l'extrême gauche. Mai 68, les Mao. Je finis cette histoire de la justice d'exception en vous disant que Robert Badinter et François Mitterrand suppriment la Cour de sûreté de l'État en 1981, et à partir de là, officiellement en France, et c'est toujours le cas, il n'existe plus aucun dispositif d'exception pour lutter contre les militants et les militantes. Les militantes et les militants seraient officiellement en France uniquement réprimés par le droit commun. C'est vrai, pour la plupart des dispositifs de répression des militants aujourd'hui c'est du droit commun, mais il y a aussi des dispositifs d'exception, et évidemment on en vient à l'état d'urgence en 2015, qui a mis en place des dispositifs d'exception très puissants, les perquisitions administratives, les assignations en résidence, donc des dispositifs qui ont été pris officiellement en novembre 2015 pour lutter contre les djihadistes, ou contre ceux qui étaient en train de commettre des attentats ou qui pourraient en commettre, et 3 semaines après, ce sont des militants écologistes qui sont assignés à résidence. Donc on voit bien qu'il y a des dispositifs d'exception toujours qui s'appliquent contre des militants, et la plupart de ces dispositifs d'exception sont des dispositifs antiterroristes. Et il y a 2 explications pour comprendre ce qui s'est passé, notamment sous l'état d'urgence. Premièrement, le fait qu'aujourd'hui des dispositifs antiterroristes s'appliquent à des militants ou des manifestants, c'est ce qu'on peut voir aussi avec la répression des Gilets jaunes. Mais c'est aussi qu'en France, vous avez 2 moments répressifs très particuliers qui ont marqué l'histoire de la répression, c'est Vichy et la guerre d'Algérie. Et que quand on veut sortir d'une crise en France par la répression, on va se diriger, regarder dans le passé et regarder soit Vichy, soit la guerre d'Algérie. Et c'est pas un hasard si en 2015, François Hollande est allé ressortir ce dispositif d'exception qui date de 1955 et qui a été réutilisé à de multiples reprises. L'état d'urgence, je rappelle, c'est avril 1955, c'est pour réprimer les indépendantistes algériens, c'est créé de toutes pièces en avril 1955, et ça sera utilisé ensuite en Nouvelle-Calédonie, puis en 2005 contre les révoltes urbaines,
puis en 2015 contre des djihadistes, puis contre des militants. Si je regarde cette histoire que je vous ai dressée trop rapidement, qu'est-ce que ça nous dit sur l'exception? Quand le gouvernement veut mettre en place des mesures d'exception, il va toujours utiliser les mêmes arguments. C'est toujours les mêmes. Premier argument, il faut identifier un péril ou une menace extrêmement grave. Dès le départ, la cible est très précise. C'est l'extrême droite OAS, c'est le djihadiste qui est parti en Irak ou en Syrie, etc. Et puis petit à petit, la cible va devenir de plus en plus floue et imprécise. Deuxièmement, on va toujours mettre l'urgence à agir. Il faut agir vite, on ne peut pas laisser faire. On est dans une crise, il y a une menace extrêmement grave. Et si les députés ne sont pas contents et n'agissent pas assez vite, on mettra en place la procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Ça a été le cas de la plupart des dernières législations antiterroristes. Pour les prorogations de l'état d'urgence, pour la loi renseignement notamment, donc sur la loi sécurité intérieure, la plupart des législations antiterroristes, les dernières ont été votées en procédure accélérée, ce qui veut dire quoi? C'est qu'on écourte les débats à l'Assemblée nationale pour pas qu'il y ait trop d'opposition et on supprime des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est pour faire accélérer l'adoption de législation d'exception. Troisièmement, argument que vous retrouverez toujours, le droit commun, le droit ordinaire n'est pas capable de faire face à la crise actuelle, il faut légiférer. Et ça vaut pour l'exception, et ça vaut pour la loi anti-casseurs, et ça vaut pour tout un tas de choses. Et enfin, dernièrement, il y a toujours une finalité supérieure. L'exception, oui, mais au nom de quelque chose. Avant, c'était la défense de l'État. Ensuite, ça a été la protection des citoyens. Aujourd'hui, c'est la défense des libertés. Manuel Valls a justifié l'état d'urgence par la défense des libertés, comme l'a fait Bush à propos du Patriot Act, etc. Et je vous signale, juste à titre d'exemple plus récent, que la loi anti-casseurs, qui est donc une atteinte très grave à la liberté de manifester, a été faite et justifiée au nom du droit de manifester. Voilà ce que je voulais vous dire. Si on regarde l'histoire aussi de l'exception, on voit qu'il y a 3 dérives tout à fait traditionnelles qu'on retrouve partout. La première dérive, je l'ai dit en introduction, et c'est la thématique de ce soir, c'est l'institutionnalisation et la pérennisation de l'exception. Institutionnalisation, pérennisation, banalisation, comme vous voudrez. C'est-à-dire que les gouvernements disent qu'ils prennent des mesures exceptionnelles. L'exceptionnel, c'est ce qui dure dans le temps. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des mesures exceptionnelles qui sont prises, ce sont bien des mesures d'exception. C'est-à-dire qu'ils vont être inscrites dans le droit et la loi. Et ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire qu'avant, l'exception, elle ne durait pas. Elle durait le temps d'une crise. Une crise qui pouvait être très courte ou plus ou moins longue, mais une fois la crise finie, la parenthèse de l'exception se terminait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Et pour une raison très simple, c'est que qui produit l'exception, qui crée l'exception aujourd'hui, c'est plus le souverain dont on parlait, c'est plus le roi, c'est plus le président de la République, c'est le Parlement et le Sénat. Et donc, l'exception passe par la loi. Et une fois que vous avez voté une loi, l'exception reste. Elle est dans la loi, elle est dans le droit, elle intègre l'appareil répressif. Et pour supprimer l'exception, il faudrait faire voter une nouvelle loi. Je mets au défi quiconque de m'annoncer qu'une loi antiterroriste ou une loi de répression va être supprimée à l'Assemblée nationale bientôt. Non. Ce qui veut dire que les lois sont votées les unes après les autres et qu'elles s'empilent pour former un appareil répressif aujourd'hui tout à fait monstrueux. Deuxième grande dérive, l'extension inexorable des cibles de l'exception. Cette dérive est liée à la première. Plus l'exception dure, plus elle va toucher des individus éloignés de la cible initiale. C'est le cas de la Cour de sûreté de l'État, je vous l'ai dit, qui a été créée pour juger l'extrême droite, mais qui a fini par juger l'extrême gauche. C'est aussi le cas de l'état d'urgence, qui a été mis en place officiellement pour lutter contre le djihadisme et qui a touché des militants écologistes, puis des manifestants, puisqu'il y a eu énormément d'interdictions de manifester sous l'état d'urgence. Est-ce que ça c'est prévu au départ? Est-ce qu'il y a une vision cynique en disant cette disposition-là elle pourra me servir plus tard? Oui, toujours. On sait très bien en faisant voter une loi de répression qu'elle s'appliquera à d'autres cibles plus tard en cas de besoin. Et en fait, aujourd'hui, cette extension des cibles, elle est facilitée par le fait qu'on est dans un antiterrorisme qui est en train de cannibaliser l'appareil répressif, puisque l'antiterrorisme il permet de toucher de plus en plus d'individus. On est dans le cadre de la répression préventive.
empêcher les gens de passer à l'acte. Et donc, si on veut empêcher les gens de passer à l'acte, il faut repérer des signes de radicalisation. Et donc, on étend le filet de la répression. Et ça vaut pour l'antiterrorisme et ça vaut aussi pour la répression du militantisme ou de l'activisme. Troisième grande dérive, c'est le contournement ou l'affaiblissement de l'autorité judiciaire. Alors là, on ne le voit pas trop dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, qui montre un renforcement et un durcissement de l'autorité judiciaire dans son pouvoir répressif. Mais en général, dans l'exception, on contourne l'autorité judiciaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Que sous un régime d'exception, on va avoir tendance à utiliser d'autres acteurs répressifs que la justice, et en particulier la police, l'armée ou l'administration. Et ça, en réalité, ça laisse des traces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quels sont les acteurs de la répression? La justice, bien sûr, la police, ô combien, et vous avez deux autres acteurs très importants dans la répression aujourd'hui, et qui héritent leur pouvoir de la lutte antiterroriste et de dispositifs antiterroristes, l'administration, très importante, et les services de renseignement. Deux exemples pour illustrer. Quand la loi anti-casseurs a été proposée, on proposait d'interdire les manifestations. Qui allait interdire les manifestations? Le préfet. Qui a mobilisé les interdictions de manifester, les perquisitions, les assignations en résidence contre des militants pendant l'état d'urgence? Le préfet. Le préfet, devenu acteur central de la lutte antiterroriste, devient acteur central de la répression politique aujourd'hui. Pareil pour les services de renseignement. Dans le cadre d'un antiterrorisme préventif, le pouvoir de répression, il va remonter tout au long de la chaîne pénale. C'est plus tant le procès qui compte. Ce qui compte, c'est l'enquête. Ce qui compte, c'est l'instruction. Ce qui compte, c'est la surveillance. C'est le profilage. C'est le ciblage. Donc les renseignements. Et les renseignements ont pris énormément de pouvoir dans le cadre de la lutte antiterroriste et prennent beaucoup de pouvoir aujourd'hui dans la répression des mouvements sociaux et de l'activisme. On l'a très bien vu dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement. Par exemple, vous savez que l'une des dernières lois répressives qui touche les renseignements, c'est la loi renseignement de 2015, qui donne énormément de pouvoir aux services de renseignement, qu'ils avaient déjà par ailleurs, mais ce n'était pas légal. On n'a fait que légaliser des pouvoirs, et par exemple, un de ces pouvoirs, c'est de posséder de valises espionnes. C'est les valises, ce qu'on appelle les IMSI Catcher. C'est des grandes valises que les services de renseignement posent, et tout autour, sur 1 kilomètre, ça permet de capter des appels, capter des messages, bloquer des SMS, etc. Et bien ça a été utilisé à Bure, notamment dans le cadre de la répression des militants antinucléaires. Et donc on voit qu'il y a énormément de dispositifs, là encore pris pour officiellement lutter contre le terrorisme dit islamiste, qui vont être mobilisés contre des luttes aujourd'hui. Les dérives qu'on retrouve quand on travaille sur l'exception, on les retrouve aujourd'hui dans la répression de l'activisme, dans la répression des mouvements sociaux, et à mon avis, il y a 3 grandes tendances dans la répression des mouvements sociaux aujourd'hui. Premièrement, la multiplication et la généralisation des cibles. La répression, elle a toujours potentiellement touché tout le monde. Mais enfin, comme je vous le disais, c'était des groupes d'ennemis intérieurs qui étaient plutôt ciblés. Et plus quelqu'un était radical, plus un groupe remettait en cause le monde social de manière radicale, plus il avait de probabilité d'être réprimé. Aujourd'hui, tout le monde peut être réprimé. Des militants, des militantes, bien sûr, mais on a vu des lycéennes et des lycéens, Mantes-la-Jolie, des collégiens, Neu, Arago, des avocats, c'est l'avocat de Bure, des journalistes en pagaille, dont le matériel a été saisi, dont le matériel a été cassé, qui ont été mutilés, qui ont été en procès, qui sont fichés S, autre dispositif de lutte antiterroriste appliqué au militantisme aujourd'hui, la fiche S, très importante, et des manifestantes et des manifestants et des citoyens ordinaires. Donc là encore, le filet de la répression s'étend. Ça, c'est la première tendance. La deuxième grande tendance, c'est la multiplication des formes de répression. Je l'ai déjà évoqué, mais je le redis. Aujourd'hui, quand on travaille sur la répression, on ne peut qu'être étonné par la multiplicité des institutions et des agents qui sont mobilisés pour réprimer une cible précise. Avant, on mobilisait un peu la police, et puis après, il y avait un procès, il y avait des juges. Aujourd'hui, non. C'est les services de renseignement, c'est les préfets, c'est la BAC, c'est le juge, c'est le procureur, c'est le service du renseignement. Ça peut être l'armée. Pensez aux militaires impliqués dans le maintien de l'ordre aujourd'hui, aux blindés dans Paris,
pensez aux armes militaires qui sont données à la police, avec une militarisation de la police aussi. Donc il y a une multiplicité incroyable des formes de la répression qui n'existaient pas avant. Dernière caractéristique de la répression aujourd'hui, l'invisibilisation. On la voit, la répression. Il y a des procès, beaucoup de comparutions immédiates, notamment des gilets jaunes ces derniers temps, c'est vrai. Il y a des procès plus graves que des comparutions immédiates qui se tiendront sans doute. On voit aussi les violences policières. On les a vues, grâce notamment aux journalistes indépendants. Et c'est pas un hasard si c'est ceux-là qui finissent en garde à vue, ou qui sont fichés S, etc. C'est parce qu'ils visibilisent cette répression policière. Mais ce qui caractérise la répression aujourd'hui, c'est celle qu'on ne voit pas. Il y a de plus en plus une répression invisible, celle des services de renseignement, qui va filtrer, écouter, prendre des photos, faire des rapports. C'est celle des écoutants. C'est celle qui va rentrer dans l'ordinateur des gens. C'est celle qui va ficher quelqu'un. Et il me semble que cette extension de la répression invisible, c'est l'une des grandes caractéristiques de la répression aujourd'hui. Et là encore, elle est héritée de l'exception antiterroriste. Une criminalisation des mouvements sociaux permettant une pression continue lors de l'instruction s'écoule et s'éternise en sursis ou en prison.